Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Trésor Kibangoula, journaliste, et de nos éditorialistes Jean-François Kandji-Koumbe et Jean-Marie Bitomo. La conférence Investir au Cameroun débute ce mardi à Yaoundé. Elle a pour objectif de présenter aux investisseurs le potentiel économique du pays et notamment d'identifier les opportunités en termes de grands projets. Reportage de notre correspondant Chérif Ousmane Bardonka. Le gouvernement camerounais organise dès ce mardi une conférence internationale baptisée « Investir au Cameroun, terre d'attractivité ». À l'initiative du président de la République, cette conférence s'inscrit dans une démarche globale de promotion des investissements, tant publics que privés. Elle a pour vocation d'offrir davantage de visibilité, de répertorier les projets d'investissement pertinents et d'en faciliter la concrétisation à travers des partenariats multiformes. On a besoin des investisseurs. Et moi, j'insiste qu'ils soient étrangers ou locaux, et d'ailleurs beaucoup plus. Je constate d'ailleurs que on aurait peut-être pu, je suppose que ce sera peut-être dans une seconde étape, organiser aussi une conférence pour les investissements locaux, parce que je crois qu'il y a un potentiel d'épargne locale qui n'est pas suffisamment mobilisés. Nous avons des arguments à faire valoir. Plus de 500 participants sont attendus à cette rencontre de Yaoundé. Des ministres, des représentants des institutions de développement africaines et internationales, ainsi que des chefs d'entreprise et des investisseurs et financiers. Pendant 2 jours, des intervenants camerounais et internationaux de très haut niveau présenteront le Cameroun et partageront leurs expériences et recommandations. Ils débattront du rôle du secteur privé dans le développement économique du pays et donneront leur point de vue sur ses attractivités financières. Les mines à foison, ça existe au Cameroun et encore à l'état brut. Ça n'a pas encore été entièrement exploré ni exploité. Deuxièmement, le tourisme qui va prendre du galon maintenant avec la désignation de la ville de Kribi comme site devant abriter la stèle de la mer de l'humanité, dont la mise en œuvre va nécessiter la mobilisation d'au moins 1200 milliards de francs et avec à la clé 12 millions de touristes en moyenne attendus au Cameroun. Donc tous ces éléments réunis de mon point de vue. Et enfin, la stabilité du pouvoir au Cameroun, ne perdons pas ça de vue. Le Cameroun est en Afrique centrale, je vais même dire en Afrique, l'un des pays qui recèle d'une main-d'œuvre parmi les plus qualifiées et parmi les plus compétentes. Les Camerounais sont très bien formés et dans tous les domaines. Le Cameroun ambitionne devenir à l'horizon 2035 une économie émergente. Son taux de croissance moyen ces dernières années a atteint 5%. Cependant, le taux d'investissement plafonne depuis 2001 autour de 18 à 20%, dont 2 à 4% pour l'investissement public et 16 à 18% pour l'investissement privé. À travers le forum Investir au Cameroun, terre d'attractivité, le Cameroun voudrait vanter ses différentes potentialités et attirer plus d'investisseurs. Seulement, il lui faudrait, selon les spécialistes, améliorer le climat des affaires, réduire les obstacles liés à la création d'entreprises et améliorer sa position dans le ranking annuel de la Banque mondiale, le Doing Business. Jean-Marie, on parle ici d'opportunités. Quels sont les principaux atouts du Cameroun qui peuvent attirer les investisseurs? Le Cameroun est un pays qui est doté d'atouts énormes. Le Cameroun, quand on parle un peu du Cameroun en Afrique, il est plus petit, mais je pense un peu à la RDC dont on parlait là tout à l'heure, en fonction des potentialités naturelles. Ce sont des potentialités qui ne sont pas exploitées, si vous voulez, dans leur quintessence. Tout simplement pourquoi? Parce que vous avez un cadre juridique qui ne permet pas aux affaires de fleurir au Cameroun. Le Cameroun devrait avoir des industries florissantes aujourd'hui. Mais le problème, c'est que le climat des affaires est tellement... C'est vrai que ces dernières années, nous avons vu des efforts qui ont été faits. Mais ces efforts-là sont insuffisants. Comme le soulignait un de nos intervenants dans le reportage, le Cameroun, si vous voulez, est doté non seulement d'une main-d'œuvre interne, non seulement des gens compétents. Mais le problème qui se passe au Cameroun, c'est qu'on a un environnement des affaires qui a des lourdeurs qui sont des lourdeurs, si vous voulez, inimaginables. Moi, j'ai eu l'occasion de faire un certain nombre de choses au Cameroun. Quand on regarde l'administration, c'est-à-dire pouvoir créer une entreprise, le Cameroun devrait être parmi les pays aujourd'hui qui vous font créer une entreprise, comment on dirige en 48 heures. Mais le problème, c'est qu'en amont, on n'a pas mis en place toute la dynamique nécessaire, tous les mécanismes, toutes les modalités nécessaires pour pouvoir favoriser cet environnement des affaires-là. Et la corruption qui règne dans la fonction publique comme dans tous les États africains, le Cameroun n'en est pas le seul, mais il faudrait quand même favoriser que les gens sachent que, à la place de la corruption, en développant les entreprises, ces entreprises vont créer
c'est-à-dire les gens qui sont dans nos administrations africaines, quand vous empêchez l'éclosion des entreprises, vous empêchez la création d'emplois, vous empêchez, si vous voulez, la création des richesses dans le pays. Vous empêchez même que vos enfants aient du travail. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait une bonne lecture de ce que c'est que la dynamique économique interne ou internationale. Donc dès l'instant où les États africains sauront faire, si vous voulez, cette lecture-là, qui est l'insertion dans la dynamique internationale, en mettant en place un cadre qui est un cadre exclusivement favorisant la création d'emplois dans nos États. On peut, si vous voulez, décréter les émergents dans tous les sens tant qu'on n'a pas mis en place, comment dirais-je, le cadre fonctionnel, légal, performant, attractif, incitant les investisseurs, si vous voulez, à pouvoir s'adonner aux affaires au Cameroun. Et surtout, il y a un de nos intervenants qui a remarqué quelque chose de très très important là aujourd'hui. C'est bien beau de faire ces grandes messes là, comme moi et Jean-François, nous en parlons souvent sur le plateau. Ces grandes messes là sont bien. On déroule le tapis rouge, si vous voulez, pour les investisseurs internationaux. Mais on oublie la dimension locale, endogène et inclusive dont tout le monde parle. Ce ne sont que des mots, mais dans la réalité, vous ne voyez pas. C'est-à-dire venir une vraie dynamique, on saupoudre les moyens à gauche, à droite, au lieu de créer une stratégie globale qui fait progresser le pays. Jean-François, vous pensez également qu'au niveau des formalités administratives, du climat des affaires, ce n'est pas encore assez favorable dans un pays comme le Cameroun à l'investissement ? Bien sûr, ce n'est pas assez favorable au Cameroun, ce n'est pas, c'est peu de le dire, assez favorable en République centrafricaine, c'est pas assez favorable au Congo démocratique, au Tchad. On peut aligner comme ça tous les pays, c'est pas favorable du tout. Moi, puisqu'il nous reste très, très peu de temps, hein, je crois, moi j'ai juste une observation à faire sur le point de référence. Le point de référence, c'est doing business. La norme de référence, c'est doing business. Moi, je trouve que c'est un tropisme qui est intéressant, mais qui est mortifère pour l'Afrique. Doing business, c'est un atout pour pouvoir entrer dans des critères, les critères mis en place par la Banque mondiale, mais en même temps, doing business et l'environnement des affaires, il est tourné vers qui? Il est tourné vers l'investissement étranger. Et quand on se plaint du fait que l'environnement des affaires n'est pas assez favorable, on pense en règle générale aux investisseurs étrangers, mais s'il n'est pas favorable déjà aux investisseurs étrangers, ça veut dire qu'il est fondamentalement défavorable aux investisseurs nationaux. Un jour, j'aimerais bien qu'un État africain organise la même conférence pour les investisseurs nationaux et l'investissement national, la mobilisation des forces, des énergies et de l'argent nationaux. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'on pourra commencer à parler de vraies économies africaines qui, faute de parler d'émergence pour l'instant. Merci. Dans l'actualité également, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires se tourne vers le secteur informel. L'OHADA estime que des cadres réglementaires doivent être mis en place, adaptés à chaque pays. L'économie informelle est en effet encore largement inexploitée dans les États africains. Idelette Mirabel-Bissou. Pour l'amélioration du climat des affaires sur le continent, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA, tend la main au secteur informel. La reconnaissance du secteur informel par les États se présente comme un préalable à l'élaboration de politiques publiques. Formaliser les activités de ce secteur est une préoccupation des États. En Afrique de l'Ouest, par exemple, l'informel représenterait environ 75% des emplois. Au Sénégal, des avancées considérables ont été enregistrées. Des sites de recasement permettent aujourd'hui à l'État d'avoir un certain contrôle. Nous avons proposé des formes d'entreprise pour que les gens puissent se prendre en charge. Mais on se rend compte que cet outil n'est pas du tout utilisé. Le statut de l'entrepreneur ici en Côte d'Ivoire, est-ce qu'un jeune homme ou une jeune fille qui veut créer une activité, qui n'a pas beaucoup de moyens, est-ce qu'il lui est possible aujourd'hui d'utiliser ce statut? Aujourd'hui, les États réfléchissent sur la mise en place de cadres réglementaires adaptés à la réalité économique de chaque pays. Les régies financières, notamment la douane et les impôts, véritables entrées de devises, ont peu de capacité d'intervention dans le secteur informel. Depuis quelques années, pour conjuguer leurs efforts et rendre formelles leurs activités, les acteurs de ce secteur se regroupent en coopératives. Des plateformes qui permettent de trouver des solutions face aux difficultés souvent rencontrées sur le marché du travail. La coopérative a toute son importance, coopérative agricole notamment. Est-ce que les innovations qu'on a créées en matière de coopérative, ça fonctionne? Aujourd'hui, on a plusieurs types de coopératives.
toujours pour faciliter le renforcement des capacités matérielles, financières des intervenants. Est-ce que ça fonctionne? Nous n'en sommes pas sûrs. Le secteur informel est une importante source d'emploi et de revenus en Afrique. L'incidence de pauvreté monétaire est par exemple au Burkina Faso 12 fois plus importante parmi les ménages tirant leurs revenus des activités informelles que ceux évoluant dans le secteur formel. Comprendre les dynamiques du secteur informel devient important pour les politiques et les États pour réaliser la transformation structurelle des économies et créer des activités plus productives et génératrices de croissance. Trésor Kimangula, d'après vous, comment peut-on mieux encadrer le secteur informel? Comme on parlait tout à l'heure, comme les éditorialistes parlaient tout à l'heure du climat des affaires, ça passe aussi par là. Aujourd'hui, en Afrique, on constate une sorte de privatisation de la fonction publique, de services publics. Lorsque une personne est placée à un poste, il s'en approprie. Et la majorité de ces jeunes ou de ces femmes, hommes qui travaillent dans les formels sur le continent africain, s'inscrire en auto-entrepreneur ou en entrepreneur dans nos pays aujourd'hui, qu'est-ce qu'on gagne en retour en termes de protection juridique et tout ça? Parce que lorsqu'on prend ces statuts, on s'attend à un retour de la part de l'administration. Mais là, ça n'arrive pas parce que nos services publics aujourd'hui sont privatisés, malheureusement. Jean-François, quand on parle de cadre réglementaire adapté à la réalité économique de chaque pays, qu'est-ce que cela signifie exactement? Ça signifie déjà que l'OHADA, qui avait été créé au départ, essentiellement dans la perspective que nous avons décrite tout à l'heure, c'est-à-dire pour permettre aux États, en tout cas pour conduire les États vers une amélioration des conditions de l'accueil de l'investissement étranger. L'OHADA, c'est une organisation dédiée au droit des affaires, à l'harmonisation des règles, notamment qui gouvernent la création des entreprises, la nature des contrats, la sécurisation des contrats et peut-être aussi la matière fiscale, etc. Il avait été conçu initialement dans cet esprit-là et je me réjouis aujourd'hui qu'on commence à s'intéresser à l'informel, c'est-à-dire à quasiment 80% de l'activité économique qui fait tourner le continent africain. Enfin, on commence à s'intéresser aux nôtres et peut-être que cela devrait, pour l'instant ce n'est qu'un début. Juste une anecdote, le droit de l'OHADA, qui est un droit très très performant, le droit de l'OHADA conduit à des choses assez curieuses, telles que par exemple, on en est à regarder le droit français, en tout cas à venir rechercher les anciens codes du droit des entreprises ou du droit des affaires français d'il y a 20 ans, parce que c'est ce système-là qui a été transplanté en Afrique. Le système d'un pays industrialisé comme la France, tel que nous le connaissons, est-ce qu'il est adapté à nos réalités? Évidemment non. Ce que je veux dire par là, c'est que si ce n'est qu'un début, la suite devrait être une adaptation très profonde du droit, du cadre juridique. Bon. Le cadre juridique, dans le cadre de l'OHADA, c'est plutôt harmonisé. Je pense que l'intérêt des États africains, c'est d'aller vers des formes, vers des règles juridiques qui permettent au travail de circuler, qui permettent aux travailleurs de circuler, qui permettent à l'entreprise, à l'investissement de circuler à travers l'Afrique. Et donc, ramener, adapter à chaque État, ça m'inquiète un tout petit peu. Ça veut dire qu'on remet à nouveau des nouvelles frontières, cette fois-ci juridiques et techniques. Mais en tout cas, pour une fois, la voie est bonne, le chemin est bon, je les en félicite et puis nous regarderons tout ça de plus près plus tard. Merci. Notre chiffre du jour, 15 conventions ont été signées entre des groupes marocains et chinois lors de la visite du roi Mohamed VI en Chine. Parmi les projets concernés, le port de Tangemed, une usine de chauffe-eau solaire ou encore une unité de production de bus électriques. Les deux pays se sont également engagés à renforcer leur coopération dans les domaines de l'aéronautique et de la finance. Jean-Marie, le roi du Maroc, il continue son l'inflexion de sa politique économique loin de l'Europe? Vous savez, le multilatéralisme s'impose aujourd'hui en économie tout simplement. Pourquoi? Parce que nos chefs d'État se sont fixés eux-mêmes des limites. Ça veut dire quoi? On parlait d'émergence, là, chacun a fixé les limites de son émergence. Encore faut-il mettre en place les voies et les moyens nécessaires pour pouvoir atteindre cette émergence. Et on s'aperçoit que vous avez le roi du Maroc qui met en place, il y a le mois dernier, il est parti au Moyen-Orient. Allez voir comment les choses se passent. Donc il met en place, à côté de la diplomatie politique, il met en place une diplomatie économique qui fait en sorte qu'aujourd'hui le Maroc, en ayant assaini
comment dirais-je, plus ou moins son environnement économique et un attrait maintenant pour les investisseurs étrangers. Donc, le roi du Maroc ne fait qu'enfoncer le clou et dire que tant que, si vous voulez, mon pays a une certaine attractivité, je me propose à positionner mon pays comme étant un hub en Afrique. On sait déjà que les Chinois investissent, si vous voulez, en Éthiopie énormément. Ils vont ouvrir les usines. C'est pour ça que j'exhorte toujours sur ce plateau nos chefs d'État. Regardez la dynamique qui est en train d'arriver. L'ancienne économie industrielle que nous connaissions est en train de disparaître et il y a une émergence d'une nouvelle économie. Donc, anticiper les choses bien à l'avance, et c'est ce que fait très très bien le roi du Maroc, c'est que la diplomatie économique ne s'arrête pas. C'est-à-dire sur ce plateau, pratiquement toutes les semaines ou tous les mois, on peut parler du Maroc, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous avez une dynamique interne qui est maintenant accouplée à la dynamique internationale qu'a bien compris le roi du Maroc. Donc les conventions comme celle-là, ce sont des conventions qui sont très très intéressantes. Là, je viens d'entendre la construction d'une usine, si vous voulez, solaire en Afrique. C'est très intéressant pour nous, les Africains. Nous avons le soleil, c'est ce que je pointe toujours ici. Là. Même si on n'atteint pas encore la grande production industrielle, mais ça permet au moins, c'est-à-dire à nos petits villages, de pouvoir s'éclairer, puisque vous avez le soleil qui est là. Donc, ce qui se passe pour le Maroc, c'est tout simplement l'assainissement dont on parlait tout à l'heure, de l'environnement économique, d'essayer rendre le territoire attractif par rapport aux investissements étrangers, mais ne pas oublier l'aspect interne, parce que ce ne sont pas les autres qui vont développer l'Afrique à notre place, parce qu'ils viennent là tirer ce qu'ils ont à tirer, leur retour sur investissement, et ils repartent. Maintenant, il faut former, comment dirais-je, les Africains eux-mêmes à toutes ces technologies-là. Merci. C'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le deuxième volet de cette semaine consacré à la République démocratique du Congo. Trésor Kibangula, merci d'avoir été avec nous. Et c'est moi qui vous remercie. Jean-François, merci également. Bonsoir Fanny, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Et Jean-Marie, merci d'avoir été là. Bonsoir Fanny, merci beaucoup et bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous font la joie de nous suivre et nos chères téléspectatrices d'Alfred. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.